je suis hyper choyé parce qu'aujourd'hui, là, vous allez me trouver peut-être un petit peu gossant à la maison parce que là, en ce moment, j'ai l'impression d'être dans mon propre Comic-Con parce qu'il y a des créateurs de jeux de société qui sont avec nous autres et on a Maxime Tardif qui a accepté l'entrevue. Merci. Maxime, merci. Je le savais que j'allais être starstruck là, à cause de ça. Là. J'ai scrappé mon merci Maxime. Il n'y a pas de problème. Essaye de dire ça 3 fois. Là, merci de l'invitation. Je suis bien content d'être ici et de pouvoir parler avec toi. Bien, c'est ça. Je te connaissais de nom seulement. Et quand il y avait une soirée VIP, quand je t'ai comme vu sur scène, j'ai fait comme OK, c'est lui. Là, moi, je suis pas un genre stalker. Fait que t'as mis une face sur J'ai mis une face, exactement. C'est un peu souvent ça dans l'industrie des jeux de société. On a des boîtes, on a le nom des auteurs dessus, mais c'est pas tout le monde qui va chercher précisément sur c'est qui l'auteur. T'es pas le genre à se faire déchirer ton linge encore. Ben ça, je pense que c'est une bonne sécurité rendue là. Ouais, ça c'est correct. J'ai pas l'intention de le devenir non plus. Bon, c'est bien correct. Aujourd'hui, on va parler avec Maxime de son parcours et aussi peut-être peut-être des petites épreuves qu'il a passées au travers de sa carrière. Disgusting, ça? Des épreuves, c'est ça que j'ai dit. Mais c'est pas grave. On va aller dans il y en a beaucoup des épreuves. Il y a beaucoup d'épreuves? On va parler de ça. Bonjour tout le monde! Bienvenue à Disgustings. Maxime, t'es un grand passionné de jeux de société à la base. Moi, il y a une question que j'aime poser, mais cette passion-là, elle a débuté où? C'est une excellente question. En fait, comme beaucoup de monde, je présume que la passion date de quand j'étais enfant. Tu sais, on est tous dis-moi pas genre je suis né et là, mon premier mot a été Monopoly. Non, c'est pas si ça. Seulement. Si seulement. non, c'est vraiment... quand j'étais jeune, évidemment, j'ai déjà joué à Monopoly. C'est jamais un jeu que j'avais particulièrement aimé. Mais c'était tout le temps comme l'incontournable que toutes les maisons avaient. C'était le seul qu'on avait chez nous quand j'étais jeune. Mais là, en grandissant, le déclic a vraiment eu lieu pour moi. En tout cas, quand j'étais en 5e ou 6e année, quand Magic the Gathering, est apparu. Là, je suis vraiment tombé là-dedans. Ça, c'était en 1994-95, fait que juste après les premières éditions. Quand j'étais jeune, j'ai vraiment commencé à jouer beaucoup. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai joué toute ma vie. J'ai jamais arrêté. Okay. Fait que je joue encore. Je joue plus de façon aussi régulière, mais j'ai des cercles d'amis qui jouent encore à Magic. Ils m'écrivent des fois, ils disent « Veux-tu venir jouer avec nous? » Je dis « oui, j'y vais. » Puis j'aime toujours ça. Fait que ça doit faire quasiment 30 ans que je joue à Magic. Il y a une question qui me brûle les lèvres parce que là, tu parles de Magic. Qu'est-ce que tu penses de l'insertion d'éditions spéciales comme Doctor Who, Spider-Man, Final Fantasy? Qu'est-ce que tu penses de ça? J'en pense rien parce que je suis sorti de... tu sais, je suis plus un consommateur de Magic. Ce que je fais, moi, c'est que mes amis qui jouent encore, eux, ils aiment bien Commander. Ils ont tous 30 decks de Commander. Fait que moi, j'en ai même pas. Je m'en fais pas. J'arrive en soirée avec eux, je leur dis « Donnez-moi un deck, je vais jouer avec vous, je prends n'importe quel deck, je joue. » Fait que je suis comme sorti de l'univers de Magic, j'en achète plus. Fait que je suis plutôt indifférent par rapport à ça. C'est sûr que j'ai quand même suivi ça un peu de loin, là, d'un œil extérieur, puis j'ai l'impression qu'ils en sortent vraiment beaucoup. Tu sais, c'est rendu à tous les 2-3 mois, ils en sortent 4-5. C'est épouvantable, puis à un moment donné, parce que là, je suis entré très récemment là, dans le Magic the Gathering game, puis genre, je me suis dit, hey, je vais m'acheter comme des Commanders de Doctor Who. Ça existe nulle part. C'est genre un one-shot deal, il n'y a plus de réimpression pantoute. C'est comme si, mettons, c'était une passe de cash pour donner comme un effet de rareté en même temps. Ça va vite. C'est épouvantable. Ouais. Fait que là, j'en profite, je me dis, écoute, je vais me pogner des petits boosters de Final Fantasy, ça, je triple là-dessus. Ouais. Fait que, tu sais, si je peux avoir une carte de Tifalo Kart, je serais bien content, c'est ma waifu. Fait que, tout ça pour dire que... Fait que ça a commencé là. Ouais. Ça a commencé avec Magic, puis après ça, le jeu qui a tout changé pour les jeux de société en Amérique du Nord, qui a eu le plus gros impact, je dirais, c'était Catan. À l'époque, les colons de Catan, Settlers of Catan en anglais. Ça, c'est rentré, ça a fait son apparition sur le marché nord-américain en 1995, si je ne m'abuse. Ouais. Puis là, avec j'ai un ami qui avait ce jeu-là à la maison. On a joué des centaines de parties de Catan. Fait que là, j'ai découvert qu'il y avait Catan en plus de Magic. Puis jusqu'en 2007, 2008, en fait,
J'ai surtout joué à Magic puis au Colon de Catan. Fait que pendant presque 10 ans de ma vie, ça a été les deux principaux jeux auxquels j'ai joué. Puis en 2008, j'ai eu la chance de faire une session à l'université en Belgique. Puis là-bas, en Belgique, les jeux de société étaient beaucoup plus développés en 2008 que ce qui était en Amérique du Nord déjà. Puis j'ai rencontré une amie tchèque là-bas qui avait un oncle belge à Bruxelles, puis elle nous a invités chez son oncle parce que lui, c'était un gros fan de jeux de société. Puis quand je suis arrivé, il y avait déjà une Kallax remplie de jeux. Chose que maintenant, on en voit plein, mais c'était la première fois que je voyais ça de ma vie. Je fais OK, il y a d'autres jeux que Catan. Puis là, on s'est assis avec lui, puis il nous a fait jouer à 3-4 jeux. Puis on est retourné chez eux 3 fois pendant mon séjour pour jouer à des jeux. Puis c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre. Puis que je me suis dit, OK, il y a d'autres choses que Catan, c'est fantastique. Faut que j'en découvre plus. Puis après ça, l'autre jeu qui a eu la plus grosse influence sur moi, c'était Seven Wonders, que j'ai découvert, je crois, en 2012. Ça sortait en 2010, fait qu'en 2012. Puis là, ça, j'ai joué des centaines de parties aussi. Puis après ça, je me suis dit, OK, il faut que je me lance dans le design de jeux de société. J'aime trop ça. Ma prochaine question, c'était quel genre de jeu tu favorises, mais à voir ta réponse, ça a l'air pas mal d'être la gestion de ressources ou des choses comme ça. Je pense que Earth en fait partie d'ailleurs, des ressources, c'est ça? C'est surtout, moi, mes jeux préférés, c'est surtout des Eurogames. C'est pour ceux qui sont pas familiers avec le genre. Il y a 2 gros genres principaux dans le domaine qu'on appelle les Ameritrash, qui sont plus des jeux où on a beaucoup de dés, qui sont confrontationnels, qui créent plus de friction. D'où c'est que ça vient, le terme Ameritrash? C'est parce que c'est pas bon? Non. Trash, non? Non, trash, c'est juste pour dire que tu trashes tes adversaires. Ah, OK, je comprends. Et là, j'étais je pensais que c'était du nargage. Non, ça veut pas dire poubelle, c'est les deux... c'est connu dans le domaine. Okay, c'est les deux principaux types de jeux. C'est Eurogame, Ameritrash, mais tu as aussi après ça les Party Games, les Fillers, fait qu'il y a différentes sous-catégories. Okay. Mais d'habitude, Eurogame, c'est des jeux où l'interaction entre les joueurs va être indirecte par la gestion de ressources, par la sélection, comme dans un worker placement, un placement d'ouvriers, qu'on va prendre un spot, que peut-être, moi je vais prendre un spot que peut-être toi tu aurais voulu. Fait que l'interaction est indirecte. Je ne vais pas t'enlever quelque chose directement. On compétitionne pour le même pool de ressources. Versus les Ameritrash, c'est plus comme le plus connu, c'est Risk, où c'est la guerre, puis tu vas littéralement te battre pour détruire les trucs de l'autre, mais il y a plusieurs exemples. Il y a, je sais pas, Boss Monster, Magic. Munchkin, est-ce que ça en fait partie des American Trash? Oui, Munchkin aussi, ouais, parce que c'est très take that, très in your face. Puis il y en a des excellents aussi. Il y en a que j'adore, des Ameritrash. Il y en a des jeux où tu roules les dés puis que c'est chaotique. Il y en a des excellents. Généralement, j'aime mieux les Eurogames. OK. Ma question qui tue, puis là, je veux pas que tu te fasses des ennemis avec ça, là. Je m'en ferai pas. Si je m'en fais, ce sera ça. Mais un jeu que quand on te le propose, tu fais bof. Non, ça me tente pas tant. Mettons un jeu là, que si tu peux te l'éviter, là. Dans une soirée, mettons, on te propose un jeu puis c'était comme non, ça me tente pas tant. Il y en a des tonnes. Ah ouais? Ça serait quoi par exemple? C'est ça. Le plus facile, puis je pense que je suis pas le seul. La majorité de tes auditeurs vont probablement être d'accord avec ça. Le Monopoly. Si on me dit on va jouer à ça, je vais dire tu sais, j'aurais peut-être quelque chose d'autre de mieux à vous proposer. Dans le même genre, par exemple, Acquire, que tu as des chaînes d'hôtels. Je sais pas si tu as déjà joué à Acquire. J'ai jamais joué à Acquire. C'est un classique en plus de 1967, c'est de Saxton. Fait que c'est un vieux jeu, mais c'est resté excellent avec les années. Puis c'est des hôtels, des chaînes d'hôtels qui fusionnent ensemble. Fait qu'il y a un peu feel Monopoly, mais bien fait. Mais tu sais, Monopoly... hot take! Catan, mettons, j'ai tellement joué que j'aurais pu... si les gens insistent puis c'est le seul jeu qu'il y a, je dirais pas non parce que j'aime tout le temps ça jouer. Mais, mettons, avoir accès à une ludothèque, je proposerais d'autres choses. D'autres. Moi, quand on me propose Loup-Garou, je suis... Loup-Garou non plus, ça dépend. Il y a la version, je sais pas si tu as déjà joué à la version en 5 minutes. Non, ça me dit absolument rien. 5 minutes Loup-Garou, c'est excellent. Fait que le principe, c'est que c'est Loup-Garou, mais à 4. Fait que c'est un plus petit groupe, plus facile d'accès. Puis tu n'as pas besoin d'avoir un leader de groupe, quelqu'un qui fait du acting puis qui anime la soirée. C'est sur un téléphone qui te dit quoi faire. Puis c'est 5 minutes. 5 minutes, tu as le truc, tu déblatères, tu essaies de trouver c'est qui les loups-garous, c'est qui, c'est fini.
Ben, j'ai Fait que trouvé c'est un super. jeu. OK, ben j'ai trouvé un jeu qui était semblable. Ben, c'est loup-garou, mais il y a des traîtres. C'est traître à bord. OK. Dans le fond, c'est tout le monde est des pirates, puis le but, c'est de mettre Oui. un magot, J'ai et de le déjà cacher, puis de dire qu'est-ce que tu fais. Puis il y a beaucoup de communication par rapport à ça. Ça, j'aime ça. Ça, Oui. j'ai l'impression que qu'est-ce que le loup-garou me faisait turn off un peu, c'était principalement que moi, je peux dire ça, que, tu sais, le concept de le visage sans d'or, puis là, maintenant, tout le monde, il y a comme quelque chose qui se passe pendant que les yeux fermés. Je trouve que ça vient comme couper le beat de Ouais. qu'est-ce qu'on doit faire. C'est tandis long. que, ouais, c'est ça. C'est long, le garou. Puis quand tu t'emmerdes, ben, tu sais, tu fermes les yeux, tu as envie de t'endormir, fait que c'est pas le fun, là. Fait Oui, que, puis il y a un principe, ça c'est très typique aussi de ce que je décrivais tantôt, les Ameritrash. Là. Une mécanique qu'il y a très souvent dans les Ameritrash, c'est le player, l'élimination de joueurs. Player elimination. Fait que ça, loup-garou, il l'a. Puis une partie peut être très longue, puis tu peux mourir. au tôt, début, là, puis tu là, fais t'es plus rendu rien. spectateur. Ouais, fait que Ouais. ça, c'est un défaut parce que là, tu veux jouer, mais tu peux plus jouer parce que le jeu t'a éliminé. Dans les Eurogames, typiquement, il n'y a pas l'élimination de joueurs. OK. Fait que tu restes jusqu'à la fin de la partie, fait que tu vas avoir l'expérience complète, peu importe la OK. situation. Ben, on va s'en aller directement parce que ça passe vite, une entrevue. Là, tu es parti dans l'édition. Tu as sorti Earth. Est-ce que c'était ton premier jeu que tu as sorti? Non, j'avais sorti avant, ben c'est ça, j'avais ma boîte d'édition à l'époque. OK. J'ai sorti un jeu qui s'appelle Formidable. Oui, Il y a c'est vrai, Kickstarter. tu me parlais de tes jeux de mots tantôt. Ouais. Oui, c'est ça, Formidable en français, Brilliance en anglais. Fait que j'ai même gardé le jeu de mots en anglais et traduit le pun. Puis après ça, j'ai fait Diversité, Diversity, Mini Diversity. Puis ça, j'avais fait ça avec ma maison d'édition, puis Mini Formidable, avec ma maison d'édition que j'avais ouvert à l'époque, que j'avais créée. Puis là, les deux partenaires avec qui j'avais ouvert ça étaient tannés, ils ne voulaient plus continuer dans l'aventure. Fait que pour Earth, j'ai juste agi en tant qu'auteur, puis j'ai approché des maisons d'édition pour faire éditer le jeu. OK. Fait que moi, j'ai designé le jeu, j'ai créé toutes les mécaniques puis tout, mais l'édition, c'est Inside Up. Inside Ah, Up OK, Games. c'est vraiment cool. Ouais. Ben, c'est le fun. Puis là, tu as sorti une version express. Exact. J'imagine que c'est pour les gens qui veulent avoir la même expérience que Earth, mais version plus condensée pour que les gens puissent en profiter pareil. Comment tu pourrais vendre ce jeu-là? Je pense qu'il vient Oui, juste ben, de sortir. Il est sur Kickstarter en ce OK. moment. OK, parfait, c'est bon, Fait excuse-moi. que, théoriquement, suite à la campagne Kickstarter, ça prend environ 1 an Ouais. avant de l'envoyer aux backers puis qu'ils se retrouvent en boutique. Là. Gérer Pendant- un Kickstarter, c'est quand même une grosse job parce qu'il Oui. faut quand même que tu amènes un engouement puis des bonnes récompenses C'est beaucoup là-dedans. de marketing, c'est beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, toutes sortes d'éléments à prendre en considération. Mais la gestion du Kickstarter, c'est vraiment l'éditeur. Ben, je fais partie du processus aussi parce que moi, je fais des entrevues, j'écris des textes, j'ai fait des vidéos. Fait que c'est énormément de travail, en effet. C'est un bon outil marketing, par exemple. Ça permet d'exposer le projet à tout le monde sur la planète d'un coup. Alors que les plus petites compagnies, c'est plus dur d'aller directement en boutique, d'avoir des réseaux de distribution, par exemple, au Japon, en Corée, en Chine, qui sont des gros marchés. Aux États-Unis, ben, avec Kickstarter, tu peux atteindre tous ces marchés-là directement. Bien, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, il y a eu un temps où Kickstarter était la place où les jeux de société allaient se faire backer. Mais là, depuis que GameFound est arrivé, Oui. là maintenant, tu sais, c'est rendu plus axé sur les campagnes de financement sur les jeux de société, fait que la clientèle est pas mal plus ciblée. Est-ce Ouais. que le monde entier est au courant de cette plateforme-là ou il y a encore une transition qui doit se faire selon toi? Les stats montrent qu'en ce moment, c'est 50-50. OK. 50 à peu près, environ, là, grosso modo, Oh, oui. environ 50 des jeux sur Kickstarter, 50 sur GameFound. Mais pour répondre plus précisément à ta question, il y a presque personne sur la planète qui connaît Kickstarter. Non C'est plus, une bonne nous- réponse, en nous, effet, on là. le connaît parce qu'on est des gamers. On est des intenses, c'est on ça est la dans bonne le réponse. milieu, mais la majorité du commun du mortel, il ne sait pas c'est quoi Kickstarter, fait ouais. qu'il sait encore moins c'est quoi GameFound. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une petite portion du marché. Tu sais, juste pour donner un exemple, on a vendu 10 fois plus de Earth en boutique que ce qu'on a vendu sur Kickstarter. Ouais. Fait que oui, Kickstarter paraît comme un gros... ça gros paraît comme un gros projet, un gros enjeu, mais ultimement, le nerf de la guerre reste dans les boutiques après parce que le commun des mortels va encore dans les boutiques ou sur Amazon ou sur au Walmart ou des Fait que des la plateformes rentabilité qui se commencent. fait plus en version magasin qu'en version Kickstarter. Dans le fond, Dépendamment de ton Kickstarter,
Hein, pardon? Dépendamment de ton type de projet. OK. Parce que moi, le raisonnement que je faisais, c'était de, genre, vu que monsieur, madame, tout le monde n'est pas au courant de Kickstarter, là où il va rencontrer ton jeu, c'est principalement en magasin, mettons dans les Walmart, dans les Randolph de ce pays. Ça dépend de ton modèle d'affaires. OK. Parce que, par exemple, Kickstarter est vraiment très fort pour les gros jeux. Un très bon Ameritrash là, que j'ai joué beaucoup, que j'ai adoré, c'est Zombicide. Oui, ben oui, un gros classique ça, c'est un de Ameritrash, commande. tu tires des dés. Fait qu'il y a beaucoup de hasard, mais c'est chaotique. Il y a des gens qui tuent des zombies. Fait que ça. Je peux ça te raconter une partout. anecdote par rapport aux Tout à fait. Zombicide? J'ai jamais fini le tutoriel. Ben voyons. Parce que je suis vraiment pas bon. T'es tout le temps mort. Je suis tout le temps mort. Fait Ah que, ouais. genre, j'essaie de trouver la bonne gang avec qui jouer parce que j'ai acheté Undead or Alive, la version OK. cowboy, parce que moi, j'étais un gros tripeux de cowboy. Puis, je voulais absolument le faire avec ma conjointe et il doit sûrement avoir une mécanique qu'on n'a pas compris. Il faut absolument que je le fasse. Là. Probablement parce que c'est pas un jeu typiquement, ben surtout le tutoriel de mémoire et pas. Ben Undead or Alive, je l'ai pas essayé. OK. Celui-là, parce que chaque variante du jeu, ils vont tout le temps changer Des deux, petits trois petites twists, c'est affaires. ça, Fait qu'il est là. peut-être plus dur, je pourrais pas Ouais. dire. Ben, à chaque fois, je vois genre des packs de bonhommes de The Boys ou de Supernatural. Moi, Ouais. on dit que ça me tente. Puis après ça, en background, je me dis, mais oui, mais crime, t'es même pas capable de finir le tutoriel. Pourquoi C'est ça. t'achèterais ça, tu sais? Mais tu vois, c'est un genre de jeu-là, que ce soit ça ou les jeux d'Awaken Realms, qui est une compagnie qui fait tout le temps des très grosses productions. C'est généralement des jeux qui ont un très bon modèle d'affaires pour Kickstarter. Parce que c'est des jeux qui coûtent cher, qui ont beaucoup de composantes, qui ont beaucoup d'exclusivité. Fait que dans les boutiques, c'est plus dur de vendre ça parce que les gens dans les boutiques vont essayer d'acheter des plus petits jeux qui coûtent moins cher puis tout. Versus sur Kickstarter, ça va permettre de vendre, d'atteindre vraiment les passionnés qui vont acheter des plus gros produits puis tout. Fait que c'est deux modèles d'affaires différents. Okay. Mais pour des plus petits jeux comme par exemple Earth Express ou des plus petites boîtes, règle générale, on appelle ça les boutiques, le retail, va être la meilleure place pour vendre ce type de produit-là, comme les jeux d'Asmodée, comme les jeux, tu sais, Scorpion Masqué en est un excellent exemple ici au Québec. C'est des petites boîtes, coûtent pas trop cher, bon jeu, avec beaucoup de punch, mais c'est pas rempli d'exclusivité, c'est pas rempli de miniatures. C'est pas rempli versus Kickstarter. Il y a des gens qui veulent ça. Ben, Kickstarter permet de faire ça. Je sais qu'en ce moment, il y a Hitman The Board Game qui est en campagne de socio-financement et c'est leur argument de vente. C'est-à-dire que si, mettons, tu achètes le jeu de base, ben, tu as juste des petites pinouches. Mais si tu achètes le gros format, ben là, tu as les grosses statuettes en plastique, un peu comme à la Zombicide. C'est bon pour une compagnie de faire ça parce que justement, je parlais, derrière nous ici, il y a le stand de Natera. Oui. Puis c'est mes bons amis, Eric et Hugo. Je leur parlais hier, puis justement, eux, c'est un des problèmes qu'ils ont eu parce qu'ils sont passés par Kickstarter. Mais ils ont juste fait la version Kickstarter. Ils n'ont pas fait une version, justement, avec des trucs en carton au lieu du bois, puis avec des trucs qui valent moins cher. Ce qui fait que là, quand ils arrivent en boutique, leurs jeux sont obligés de le vendre au-dessus de 100 $. Mais en boutique, c'est beaucoup plus dur d'atteindre un auditoire qui sont prêts à payer 100 $ que sur Kickstarter. Fait que là, ils sont en train justement de retravailler pour avoir une version qui a moins de bling, moins de trucs tape à l'œil, mais qui va être fonctionnel aussi, qui va avoir les mêmes cartes dedans, les mêmes éléments, mais qui va mieux se vendre en boutique. Fait que c'est vraiment important de faire les deux. Moi, dans le cas de Earth, initialement, puis Earth Express, je l'avais développé pour la boutique. Mon but n'était pas Kickstarter, mais Inside Up étant une compagnie qui passe par Kickstarter, ils ont quand même fait un Kickstarter pour ça, ce qui était bien correct. Oui. Tu peux le faire aussi, sauf qu'après ça, le produit était déjà designé pour vendre en boutique. Fait que c'était ça l'idée derrière. La grosseur de la boîte, as-tu une... Là, c'est une question qui me brûle les lèvres. J'ai passé proche de poser ça à Gilles Turbide, qui est un autre des personnes que j'ai rencontrées tantôt. Est-ce que la boîte d'un jeu peut faire la différence sur la vente d'un jeu? C'est-à-dire, est-ce que sa visibilité en format grosseur va influencer le fait qu'elle va bien se vendre en magasin? C'est un des plus gros facteurs. OK. C'est super important. Ben, en fait, c'est super important que ça soit bien targeté. Si tu vends... Parce que c'est vrai dans les deux sens. Si tu vends un jeu au-dessus de 100 $, puis d'habitude, ça, tu vas viser les gros gamers. Fait que tu vas vouloir que tout soit cohérent dans ton produit. Tu vas vouloir un thème qui vise les gros gamers, fait qu'un thème d'horreur, un thème plus sombre.
tu vas vouloir une boîte plus grosse parce que vendre une petite boîte à 100 $, c'est super dur à justifier parce que dans la tête des gens, même s'il y a un lingot d'or dedans, là, juste la grosseur, les gens vont faire « ouais, je paye 100 $ pour ça ». Fait que c'est plus dur de convaincre... De justifier le prix. Exact. Fait que tu sais, un gros jeu, si la boîte se vend cher, c'est correct qu'elle soit plus grosse, mais ça vend beaucoup moins en retail, en magasin en général. Ce que tu veux en magasin, puis toutes les boutiques le demandent, c'est la question numéro 1 de tous les distributeurs par rapport à ton prix de vente, c'est quoi ta grosseur de boîte. Puis si tu peux réduire ta grosseur de boîte, c'est quasiment tout le temps gagnant. OK, c'est bon à savoir. Sauf pour un gros jeu. OK. Encore. De là, l'intérêt de Kickstarter. Fait que c'est comme... Il y a bien gros des affaires à prendre en compte Oui, de là, le design de ça. OK. La boîte est plus petite, puis là, même qu'on a déjà la demande de tous les distributeurs par rapport à ce produit-là, numéro 1, c'était réduire la boîte. OK. Fait que c'est bon que tu poses la question parce qu'on est là-dedans en ce moment. On l'a déjà réduit. Fait que là, on se casse la tête pour essayer d'enlever des centimètres à gauche et à droite. Tu sais, mettons, tu es une chaîne comme aux États-Unis où Walmart vend vraiment beaucoup de jeux. Mm-hmm. C'est un peu comme l'imaginaire ici. Fait qu'ils ont une grosse sélection au Walmart. Nous, nos Walmart, ils n'ont pas ça, mais aux États-Unis, ils ont ça. Puis les États-Unis, eux, ils calculent... ils calculent tout, chaque centimètre que le produit prend est calculé en termes de profit potentiel. Oh, OK. Eux, pour tous les produits. Dans une chaîne comme Walmart, Target, même Amazon, c'est moins vrai parce que c'est des entrepôts, mais même là, ils calculent le volume dans leurs entrepôts. Mm-hmm. Fait que chaque centimètre que tu peux enlever à ton produit, pour eux, c'est gagnant. Wow! C'est vraiment très cool. Moi, je ne veux pas mettre sous silence ton implication parce que tu as fait une collaboration avec Flyos et Ubisoft pour faire le board game de Rayman. Tu as fait le design, je crois? Moi, j'ai juste participé au design mécanique. OK, design mécanique. Comment ils t'ont approché pour faire ce jeu-là? En fait, c'est Flyos Games qui sont à Montréal. Mm-hmm. Ce sont des Québécois qui ont contacté Ubisoft pour avoir la licence de Rayman. Puis là, une fois qu'eux ont eu la licence de Rayman, ils ont développé des concepts, des idées de jeux de société, mais ils n'arrivaient pas à avoir un bon jeu, à développer quelque chose qui fonctionnait bien, qui était fluide. Fait que là, ils m'ont contacté pour me demander si je voulais embarquer dans le projet avec eux pour les aider côté mécanique, côté fluidité de jeu, côté fun, côté rapidité. Fait que j'ai dit, oui, moi, ça m'intéresse, c'est ce que j'aime. Désigner des jeux, j'aime me casser la tête à optimiser le concept pour le rendre le fun, fluide. Fait que je suis embarqué avec eux dans ce concept-là. Puis c'était intéressant parce que pour moi, c'était la première fois que je faisais ça. Les autres jeux, j'ai développé peut-être une trentaine de prototypes dans ma vie, mais j'ai tout le temps tout fait tout seul. Fait que je suis parti de l'idée de base, j'ai tout développé le jeu. Alors que là, eux m'arrivaient avec un concept, ils m'ont dit on veut que ce soit à peu près telle grosseur, que ce soit à peu près tant de cases, que ça ressemble à ça. Fait que j'avais un carcan déjà rigide dans lequel développer le jeu. Ça, ouais. C'était intéressant comme expérience parce que c'est différent, je ne l'avais jamais fait avant, puis c'était vraiment plaisant de travailler avec eux. Là, c'est sûr et certain que je pense que le jeu n'est pas encore sorti en magasin, là, il est en production. Est-ce que tu crois que le temps de jeu va avoir une belle rejouabilité par rapport à ça, là, bien entendu? Vraiment? Je pense que oui. Oui? C'est, en gros, pour expliquer un peu le jeu, je ne sais pas si tu avais suivi j'ai suivi le Kickstarter. Okay. Malheureusement, j'attendais la version retail. Oui, mais ça s'en vient, là, la production de masse en Chine commence le 6 mai. OK. Fait que ça commence là. Puis d'habitude, après la production de masse, c'est 2 mois à produire, 2 mois à shipper sur les bateaux, 2 mois d'imprévu. Fait que normalement, d'ici cet automne, elle devrait être en boutique. Tu es en train de dire l'imprévu, c'est la guerre, genre? Oui, il y a tout le temps des imprévus. C'est ça qui arrive, là. Ils sont pas encore arrivés, mais ils vont arriver. Mais bref, ça va sortir cet automne, là, fait que ça s'en vient. Puis le jeu, je l'ai designé un peu pour ceux qui connaissent Heat. C'est un jeu de course, dans le fond. Oui. Parce qu'il faut que tu complètes le tableau en premier. Fait que c'est un tableau de Rayman. Il y en a 6 différents. Et il faut aussi que tu ailles chercher, comme tu ailles libérer les Tinsies. Exact, que tu ailles les prendre, tu les sors de leur cage. Puis il faut que tu fasses ce tour en évitant des ennemis, en évitant des missiles, puis tout. Ce que j'aimais, c'est que la mécanique ressemblait beaucoup à Rayman Origin. Oui, c'est inspiré de ça. C'est carrément ça. Oui, je me suis inspiré de ça pour ça. Puis en termes mécaniques de jeux de société, je me suis inspiré de Heat pour le draft au début, pour la rejouabilité. Mm-hmm. Il y a beaucoup de cartes, je ne me souviens plus exactement le nombre, mais il y a une 50aine, une 60aine de cartes uniques qu'on va, au début, on va en mettre une certaine quantité sur la table en fonction du nombre de joueurs, puis on va les rajouter dans nos decks
pour varier le deck à chaque fois en fonction de ce qu'on pense qui va être le meilleur. Puis on a des pouvoirs individuels aussi, fait qu'on peut à chaque partie jouer avec un nouveau pouvoir individuel. Puis on peut rajouter des boss aussi dans chacun des tableaux. Il y a 6 tableaux différents. Puis ça joue un peu pour ceux qui ont déjà joué à Gloomhaven. Le principe de base est le même. Fait qu'on a toute une même carte initialement. Puis en simultané, on va tous choisir 2 cartes qu'on va combiner ensemble pour faire notre prochain tour. Avec une initiative en haut. Fait qu'il y a des éléments de jeu qui sont déjà connus par des gens, mais simplifiés pour que ce soit accessible par des familles. Tu sais, à partir de 8 ans, quelqu'un peut jouer à ça. Mais même moi, en tant que gamer, j'apprécie l'expérience. Puis j'ai pas encore vu le produit fini. Non, c'est ça. Ben, moi aussi, j'ai vraiment très hâte de voir ça. Oui, j'ai hâte de le recevoir. Les figurines vont être belles. Ben, c'est ça qui m'a vendu carrément. Moi, je suis un fan avec Marvel United, sûrement que tu connais, que c'est principalement le côté, le fun là, qui donne l'expérience unique. Là. Mais tu vois, ça, c'était Kickstarter. Fait que sur Kickstarter, on avait mis des figurines déjà peinturées, déjà colorées. Mais ça coûte une fortune. Fait que là, la version en boutique, ça va être de l'acrylique. Ce qui est très beau aussi, là, c'est des tuiles d'acrylique transparentes. Fait que c'est une version pour que ce soit moins cher. Pour que les gens aient accès à ça sans payer au-dessus de 100 $, encore une fois. Même principe, on discute tout le temps pour avoir un prix plus accessible, parce qu'en boutique, c'est ça que les gens recherchent. OK. Eh bien, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, Raymond the Board Game, surveillez ça s'en vient bientôt, ça également. Dernière question, Maxime, le temps file. Je sais que tu as un parcours en pharmaceutique. Oui. Admettons qu'un patient vient te voir et il te dit qu'il a une addiction pour le jeu de société. Quels sont tes conseils en tant que pharmacien? Bien, c'est sûr que c'est drôle ça. En pharmacie, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un est arrivé avec Heart. Il m'a reconnu en pharmacie. Il dit « Hey, c'est le gars de Heart. » Il est retourné chez eux. Puis il a apporté sa boîte pour que je la signe. Il a pris une photo avec moi puis mon sarreau. Puis dans le comptoir. Drôle! Comment tu justifies ça avec tes collègues de travail? Ils sont-ils au courant? Oui, tout le monde était au courant puis tout le monde trouvait ça drôle. Là. Il n'y avait pas de problème. C'était pas long non plus. Je ne me suis pas éternisé. Mais en gros... Pendant ce temps-là, il y a la patiente qui a un rash qui est comme « Ah, ça pique! » Exact. Faut pas... Puis il y a tout le temps un line-up à la pharmacie. Il ne faut pas trop faire attendre les gens. Mais en gros, c'est sûr, c'est plate à dire, là, mais n'importe quelle addiction, de base, une addiction, c'est pas bon. Fait que même si c'est les jeux de société, si tu es accro au point que tu t'endors plus, puis que tu fais juste ça, puis que tu fais plus de sport, puis d'autres choses, ben c'est pas bon. Fait que théoriquement, il faudrait traiter ça comme n'importe quelle autre addiction. Aller voir un psychologue, aller mieux dormir, essayer de trouver la raison. Là. Ouais, c'est ça. Mais tout dépend de la sévérité de l'addiction, mettons. Parce que moi, je me considère comme accro aux jeux de société, je joue à tous les jours. Mais je vais jouer 1 heure, 1 heure et demie par jour. Fait que ça reste une addiction saine parce que je fais d'autres choses, j'ai un équilibre de vie. De là, la raison d'avoir développé une version qui joue en 15 minutes. Ça me permet d'avoir mon fixe de jeux de société, mais de ne pas m'éterniser puis de passer tout mon temps dans cette addiction-là. Oh my God! Hey, c'est super bon. Hey, un gros merci, Maxime, pour le temps que tu as passé avec nous autres. Écoute, je sais pas comment finir cet épisode-là. Normalement, je dis une niaiserie, mais là, j'en ai pas parce que c'était vraiment un très beau moment que j'ai passé avec toi. Allez, crée! C'était vraiment formidable. Bon.